Merci à tous et à toutes de l'attention que vous accordez à cette télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette rétrospective consacrée aux faits marquants de la semaine. Tout d'abord, la plateforme de concertation du secteur privé guinéen a été officiellement lancée mercredi à Conakry. Cette plateforme a pour objectif d'instaurer un cadre de dialogue entre le secteur privé et le gouvernement. La cérémonie de lancement avait réuni des hauts cadres de la présidence de la République, ceux des ministères impliqués, des partenaires du groupe de la Banque mondiale et des acteurs du secteur public et privé. Maurice Libé pour plus de précision. La plateforme de concertation du secteur privé guinéen met le pied à l'étrier. Son installation vise à structurer le dialogue entre les acteurs du secteur public et du privé afin que la confiance s'installe pour l'amélioration du climat des affaires en Guinée. L'objectif principal de cette plateforme, c'est de structurer le dialogue public-privé dans le but de faciliter toutes les activités économiques en République de Guinée. Le gouvernement guinéen, à travers le ministre de l'Industrie, des PME, de la promotion du secteur privé, a bénéficié d'un appui du groupe de la Banque mondiale pour la mise en place de la plateforme du dialogue dénommée Guinea Business Forum. Elle se fixe également pour ambition le renforcement de la qualité des échanges entre les organisations socio-professionnelles pour faire face aux services publics en vue de développer des partenariats tous azimuts en vue de la mise en œuvre des programmes consensuels de développement. Pour le représentant du groupe de la Banque mondiale et de la Société financière internationale, la plateforme permet de combler un vide institutionnel afin que les autorités puissent conduire les réformes de manière consensuelle. La plateforme du dialogue public-privé comble un vide institutionnel, à savoir l'absence d'un cadre formel d'échange entre le secteur public dans sa diversité et les autorités guinéennes. C'est la possibilité pour l'autorité de conduire des réformes de façon consensuelle en ayant en face un secteur privé divers mais uni, comme l'a souligné le ministre d'État, afin que ces problématiques-là soient discutées de façon très sereine. Ibrahima Kassouri Fofana, ministre d'État chargé des questions d'investissement public-privé, a insisté sur l'unité entre tous les acteurs du privé afin de faciliter le dialogue entre les deux parties. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une chambre de commerce dans ce pays? Non. Est-ce qu'on a un patronat représentatif? Non. Comment voulez-vous que le dialogue que nous appelons de nos vœux puisse marcher lorsque le secteur privé n'est pas uni, lorsqu'il n'est pas structuré? Alors notre appel est de dire, faites votre part de chemin en termes d'organisation pour faciliter et favoriser le dialogue indispensable entre le gouvernement et le secteur privé dans le but d'améliorer le climat des affaires pour notre pays. Il faut signaler que pour l'instant, l'adoption du statut et la mise en place des différentes directions manquent encore à la plateforme de concertation du secteur privé guinéen pour être opérationnelle. Il existe désormais en Guinée un institut de sondage d'opinion, Comédijar. Cet institut a été officiellement présenté cette semaine aux journalistes à la faveur d'une conférence de presse. Il aura pour mission de sonder et de publier l'opinion publique sur tous les sujets d'actualité à Dramanba. IGSO, ou Institut guinéen de sondage d'opinion, aura pour mission principale de recueillir et de rendre publique la volonté exprimée par le peuple par rapport à un sujet donné ou un fait de l'actualité pour qu'elle soit prise en compte. Pour les initiateurs, la motivation est simple, permettre à la Guinée d'avoir une base de données crédible de l'opinion du peuple et par la même occasion combler ce vide. La motivation, c'est de faire la démocratie directe aussi, à l'image de la démocratie représentative, faire en sorte que l'opinion de nos concitoyens soit prise en compte dans tous les grands sujets d'actualité chez nous. Je suis passé d'un vide qui existe en la matière de sondage en Guinée. On ne sait pas qui est qui en Guinée, on ne sait pas qui fait quoi, et puis les avis de nos concitoyens sont plus pris en compte dans les grands débats et dans les grands sujets d'actualité. Et en fonction de ce vide juridique, on a dit qu'il est important de mettre dans notre pays aussi un institut de sondage qui va recueillir l'opinion de nos concitoyens pour tous les sujets d'actualité et les sujets politiques qui feront écho chez nous. Les travaux de sondage des opinions seront menés par 1500 futurs enquêteurs recrutés et formés à cet effet par l'Institut. Leur formation sera de qualité, affirme le directeur général, car le résultat de leurs travaux sur le terrain en dépend.
On va faire des enquêtes de terrain. On a un projet de recruter plus de 1500 agents qui seront formés au sein de notre institut et que nous allons accompagner sur le terrain. Et ça y va dans de la crédibilité de nos études et la formation sera assurée par nos experts pour que les résultats soient crédibles sur le terrain aussi, quoi. Pour l'heure, le premier sujet abordé n'a pas été annoncé, mais l'Institut guinéen de sondage d'opinion fera ses travaux de sondage à la prochaine consultation présidentielle qui est annoncée pour le 11 octobre prochain. Une première en Guinée, le pays a célébré cette semaine la Journée internationale des archives. Partout dans le monde, les professionnels unissent leur voix chaque 9 juin pour faire comprendre pourquoi il est important de soutenir les archives et la profession d'archiviste. Les archives constituent un patrimoine culturel et une source de premier plan. Pour rappel, c'est le 9 juin 1948 que le Conseil international des archives a été créé sous les auspices de l'UNESCO. Ici en Guinée, à l'occasion de cette célébration, les autorités du pays ont émis le souhait d'ériger cette direction en Conseil supérieur des archives de Guinée. Des explications avec Maurice Sidibé. C'est la première fois en Guinée de célébrer officiellement la Journée internationale des archives. Pour conclure à l'événement, un message particulier, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, des représentants des ambassades, des ministères, des députés ont garni la loge officielle. La célébration du 9 juin à Conakry apporte un soutien important au patrimoine archivistique de l'humanité. Partout dans le monde, les professionnels et les amis des archives unissent leur voix le 9 juin pour faire comprendre à tous pourquoi il est important de soutenir les archives et la profession d'archiviste. Une occasion excellente de découvrir ou de mieux connaître notre profession. Le représentant du chef de l'État, le ministre secrétaire général à la présidence de la République, a rassuré les archivistes de la mise en place prochaine du Conseil supérieur des archives de Guinée. Je voudrais aussi vous rassurer que le président de la République nous a inscrit, tout que dans les plans de l'exploit mis en place, le Conseil supérieur des archives de Guinée. Que c'est un d'orientation scientifique et à la fois programmatique, manque actuellement pour que la politique nationale des archives puisse non seulement bénéficier de dynamiques nouveaux institués par le directeur, mais puisse avoir une programmation à moyen et long terme. Nabi Youssouf Kiriri Bangoua a invité la Direction nationale des archives à accroître l'accessibilité de la mémoire collective au public. Quand on n'a pas de mémoire, on refait toujours le papier, on perd toujours le temps en gérant les choses au présent. Mon deuxième propos, c'est de vous demander d'accroître l'accessibilité aux archives. Cette accessibilité peut jouer aujourd'hui de reconstituer que nous sommes les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise des diplômes aux vaillants combattants de la sauvegarde des archives. Le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République et sa suite ont visité les locaux de la Direction nationale des archives avant de se quitter. Autre facette de l'actualité nationale, quelle solution pour mettre fin au bras de fer qui oppose les imams de la mosquée sénégalaise? Une réunion d'urgence pour résoudre le conflit de l'imamat et de la paternité de cette maison de Dieu s'est déroulée mardi au ministère de la Sécurité. Une rencontre au cours de laquelle un consensus a été trouvé entre les différents acteurs de cette mosquée, consensus qui va conduire à la nomination de 5 nouveaux imams, dont 3 Guinéens et 2 Sénégalais. Les précisions avec Nénou Moubalde. Après la manifestation des fidèles de Saloum pour la réouverture de la mosquée sénégalaise, l'heure est à la négociation. Ce mardi, une solution a été enfin trouvée au litige qui opposait les fidèles musulmans guinéens et sénégalais. Cette réunion a regroupé plusieurs sages des différentes communes de la capitale, quelques autorités guinéennes et sénégalaises. La rencontre a été très fructueuse parce que les deux parties sont actuellement d'accord sur la proposition de commission que le secrétaire général des affaires religieuses a mise en place. Et nous avons conclu que les imams seront nommés de tous les deux partis, les Sénégalais et les Guinéens. Donc nous avons retenu pour le moment 3
imams guinéens et 2 imams sénégalais. La première place, selon la proposition, c'est la Guinée. Mais on a retiré que les noms soient mosquée sénégalaise. Les fidèles musulmans guinéens et sénégalais estiment que cette réunion est un ouf de soulagement, car pour eux, les relations séculaires qui lient les deux pays ne doivent en aucun cas être rompues. Aussi bien les Guinéens, aussi bien que les Sénégalais, nous avons des relations culturelles qui ne peuvent en aucune manière être détruites au nom de la Oumma islamique, qu'il ne peut y avoir de divergence entre deux musulmans. Seulement le droit a été dit et je sais que c'est au bénéfice de tous les musulmans, aussi bien sénégalais que guinéens. Parce que les deux parties sont tous des musulmans. Donc par conséquent, il faudrait bien qu'on s'entende. Ce soir même, nous allons l'ouvrir. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile apprécie la démarche des deux parties. Il les appelle à la compréhension. Je voudrais remercier le secrétariat général en charge des affaires religieuses, sans oublier les imams, mais aussi les jeunes de Kaloum, les jeunes de Koulouondi en particulier. Je suis très satisfait en tant que ministre de la Sécurité et de la Protection civile parce que je suis là pour éviter le désordre. Je voudrais profiter pour dire aux uns et aux autres de veiller à ce que notre cité, le cœur de nos cités, Kaloum, soit préservé. Les fidèles se sont quittés avec un moral gonflé à bloc. Depuis le 25 avril dernier, la Ligue islamique et le secrétariat aux affaires religieuses n'ont jamais voulu trancher ce bras de fer qui était devenu une patate chaude dans les mains des autorités guinéennes. Comment accroître la production de la noix d'acajou en Guinée? La question était au menu d'une rencontre mercredi à Conakry, une occasion au cours de laquelle producteurs d'acajou et autorités ont réfléchi sur les voies et moyens à mettre en place pour développer la production de l'anacade très convoitée en Afrique. Fallait Guilavogui pour le reportage. L'objectif de cette rencontre entre producteurs de la filière acajou et autorités en charge du commerce et celle de l'industrie et des PME est de mieux valoriser la noix de cajou pour un meilleur rendement de la production. Aussi, trouver un mécanisme plus efficace afin de s'affirmer dans les circuits commerciaux des marchés les plus rémunérateurs. La filière cajou est une filière porteuse. C'est une filière qui pourrait engranger beaucoup de revenus pour l'ensemble des acteurs et surtout pour le monde rural. Donc il faut en discuter et trouver ensemble qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que la Guinée vraiment se positionne sur le marché international. La Guinée fait partie des pays producteurs de l'acajou ayant la qualité la plus recherchée sur les marchés internationaux. Malgré, les producteurs font face à plusieurs contraintes. Nous avons d'excellentes zones de production, mais à partir du mois de juin, les routes sont complètement coupées. Un autre problème plus brûlant, c'est le manque d'acquisition des fonds de commercialisation. Nous, producteurs, on voulait réellement que l'État puisse nous aider à avoir un fonds de commercialisation pour éviter le bradage de nos produits par les commerçants. Le financement des campagnes de commercialisation, l'installation des unités familiales pourrait améliorer l'accroissement, le système de stockage, la transformation et la distribution du fruit sur le marché mondial. Le kilo est vendu à 100 000. Une tonne est vendue à 100 millions. Si vous avez 10 tonnes de noix, 100 tonnes de noix de cajou décortiquées, transformées, enchâssées, vous avez 10 milliards de francs guinéens. Donc c'est une plante porteuse de croissance. Réunis en union sous-régionale et en groupement, les producteurs de la filière acajou se battent avec leurs maigres moyens pour se faire une place au soleil. La campagne présidentielle s'annonce bien du côté de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDJ. Cette semaine, une délégation de l'UFDJ composée de députés a été chaleureusement accueillie dans la préfecture de Dinguiraï. Les militants de ce parti ont exprimé leur indéfectible soutien à Cellou Dalein Diallo pour son élection en 2015. Neno Moubalde pour plus de précision. Cette
l'association Monde Fou qui a reçu la délégation de l'UFDG mercredi à Dinguiraye. Il s'agissait pour les militants de ce parti de réaffirmer leur engagement envers El Boudalé Diallo pour l'élection présidentielle en octobre prochain. Le stade préfectoral El Martal a abrité cette cérémonie. Nous sommes venus pour démentir les allégations selon lesquelles Dinguiraye est acquis entièrement au RPG. Vous avez vu ce qui s'est passé ici, la réception que nous avons eue. Ceci prouve tout simplement que Dinguiraye est resté Dinguiraye. Dinguiraye, comme je le disais tout à l'heure, Dinguiraye était UFDG en 2010, Dinguiraye a été UFDG en 2013 lors des élections législatives et Dinguiraye restera UFDG. Honorable Fodé Bokar Marega, député uninominal de l'UFDG à Dinguiraye, présumé par l'accueil chaleureux, affirme que la campagne présidentielle de l'UFDG n'en est qu'à son début à Dinguiraye. Vive Dinguiraye! Voilà, aujourd'hui on est heureux aujourd'hui. Nous voulons montrer à la capitale c'est que la réception par un peuple heureux, par un peuple content. On ne fait venir personne. Tout le monde vient avec gaieté de cœur. Regardez les gens, regardez-vous heureux. Dites-vous aujourd'hui, c'est le départ de la campagne électorale pour la victoire de la Boudalé en 2015. Honorable Alpha Ousmane Diallo, député de l'UFDG, appelle les militants du parti à la sérénité. Des militants auxquels il dit porter une entière confiance. Ce qui est certain, comme il a dit, on va perdre personne. Mais si les personnes disent que Dinguiraye les appartient, on va bien savoir aux prochaines élections. Nos militants, ils sont là, c'est une masse compacte qui ne bouge pas. C'est dans un brouhaha à boucher les oreilles que s'est terminée cette cérémonie d'accueil dans la cité de la Martal. Toujours dans l'actualité nationale, la haute autorité de la communication était face aux patrons de presse et les différentes associations de presse à Conakry. La rencontre qui intervient quelques jours après la décision prise par la HAC consistait à apporter des précisions sur le contenu du communiqué du 3 juin dernier, communiqué dans lequel la haute autorité de la communication avait mis un accent sur la réglementation des activités des médias publics privés durant la période allant du 1er juin jusqu'à l'ouverture de la campagne électorale. Maurice Sidibé. Après un tollé général, le collège des commissaires de la haute autorité de la communication échange avec les professionnels de la presse pour justifier sa fameuse décision sur la réglementation des activités des médias publics et privés à partir du 1er juin 2015 jusqu'à l'ouverture de la campagne officielle pour l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. Il faut comprendre par pré-enregistrement des émissions interactives des prises de contact préalables avec ceux-là qui interviennent dans les émissions, au moins que les réalisateurs prennent le temps de recevoir les auditeurs avant de les passer à l'antenne et de les cadrer dans leurs interventions. La HAC a présenté ses excuses aux médias et aux citoyens afin d'apporter une meilleure compréhension de cette décision. Les journalistes présents à cette rencontre ne sont pas allés au dos de la cuillère. Le manque de consultation avant la prise de cette décision de la HAC a été dénoncé par des responsables des entreprises de presse. On a été informé au même titre que les citoyens ordinaires alors que la rencontre devait se trouver un espace d'échange et de communication pour une compréhension et permettre aux pairs régulateurs d'organiser les troupes au niveau de nos rédactions afin que le travail se fasse correctement en cette période exceptionnelle de pré-campagne. Vu la gravité de la décision de la HAC, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques n'est pas resté indifférent. Khalifa Gassama Diaby reconnaît qu'il y a des dérapages de la part de certains journalistes, mais que cela ne doit constituer en aucun cas de restreindre la liberté de la presse. C'est que lorsqu'il y a un problème au niveau de la jouissance des libertés, la solution n'est pas de restreindre la liberté, n'est pas de retirer la liberté. La solution est d'essayer d'apporter des éléments qui permettent à cette liberté de demeurer pleine et entière, mais tout en rappelant évidemment ce que la loi impose à tous ceux qui jouissent l'ordre. Nous disons qu'il y a un certain nombre d'éléments dans la décision de la HAC qui ne participent pas à favoriser la pleine expression de la liberté des médias et de la presse.
Il faut signaler que la présidente de la RAC, Mme Martine Kondi, a brillé par son absence lors de cette rencontre. Et le 24 juin prochain, le collège des commissaires de la Haute Autorité de la Communication va rencontrer pour la deuxième fois les hommes des médias. Dans la perspective de la mise en place d'un syndicat de la presse privée guinéenne, la commission technique met le pied sur l'accélérateur et l'a présenté mercredi le statut et règlement intérieur de la structure aux journalistes à la Maison commune des journalistes. Ces textes ont été examinés, amendés et adoptés à l'unanimité. Santi Forissouma. Un syndicat des journalistes en Guinée, c'est pour très bientôt. La structure aura pour mission de défendre les intérêts des journalistes professionnels. La commission technique mise en place à cet effet a présenté aux hommes de médias un statut et un règlement intérieur. Ces derniers ont été amendés et adoptés par les journalistes des médias privés. La commission a pris bonne note de tout ce qui a été apporté par non seulement les journalistes, mais aussi notre doyen qui était venu du côté du syndicat. Et nous allons apporter tous ces amendements et d'ici le mardi prochain, on ne fera que faire effectivement un petit résumé à l'Assemblée. Le secrétaire général adjoint de l'Organisation nationale des syndicats de Guinée a apprécié l'initiative. Pour lui, ce combat va permettre l'amélioration des conditions de vie des journalistes qui évoluent dans les médiums privés. Ça vient à point nommé. On a suivi un peu des situations dans certaines radios et télévisions. Nous connaissons tous le traitement des journalistes. Pourquoi aujourd'hui la population parle de journalistes alimentaires? C'est parce que justement, des journalistes qui ne sont pas traités comme ça se doit, alors sont obligés de tendre la main à chaque occasion. Au thème de plusieurs reports, l'installation du bureau syndical aura lieu le mardi prochain à la Maison commune des journalistes. À tous les journalistes, encore à toutes ces associations de presse qui se trouvent en Guinée, ce jour-là de venir massivement pour que vraiment ce soit vraiment collectif et qu'on soit ensemble dans ce combat, enfin pour avoir cette structure qui va réellement parler au nom des journalistes et reporters en Guinée. Après la mise en place d'un syndicat, les hommes de médias guinéens se disent prêts à engager une autre bataille, celle de l'obtention d'une convention collective. Autre facette de l'actualité lancée jeudi sur toute l'étendue du territoire national, la semaine africaine de vaccination, doublée avec la semaine de la santé de la mère et de l'enfant, se poursuit à Conakry, dans la commune de Matoto, précisément Simbaya. Plusieurs enfants et femmes enceintes ont été vaccinés par les agents de santé. Le point avec Manian Kondé. Initiée par le gouvernement guinéen et ses partenaires, la semaine africaine de vaccination doublée à celle de la santé de la mère et de l'enfant vise à améliorer la santé publique. Après son lancement hier sur l'étendue du territoire national, des agents de santé et autorités à la base suivent le mot d'ordre sur le terrain. C'est le cas ici à Simbaya 1 où plusieurs enfants âgés de 0 à 5 ans ont été vaccinés et administrés à la vitamine A. Cela pourrait les protéger contre 9 maladies mortelles et favoriser leur croissance. Il s'agit de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, rougeole, VAA, les femmes enceintes. Cette vaccination-là, ça nous permet d'éviter les maladies graves en Guinée, donner la santé à la population. La vitamine A, ça donne encore la croissance des enfants. Même médajol qu'on donne aux enfants, c'est pour déparasiter, parce que nous sommes maintenant à la saison pluvieuse comme ça. Cette campagne de vaccination vise aussi les femmes enceintes qui recevront entre autres du fer acide folique contre l'anémie. L'initiative est réalisée à une période où la Guinée est frappée par une crise sanitaire sans précédent. Elle réjouit à plus d'un titre les citoyens qui appellent tout un chacun à faire vacciner les enfants et les femmes enceintes. La vaccination, ça donne la bonne santé à mon enfant et c'est pas sa première fois. Je dis à tous mes parents, à tous mes collaborateurs de participer à cette vaccination. Lorsque tu vaccines un enfant, il sera épargné de beaucoup de maladies. J'encourage les agents de santé dans leur travail parce que c'est important pour la société.
Cette campagne de vaccination qui a démarré ce jeudi 11 juin est gratuite et prendra fin le 16 juin prochain. Elle va se dérouler dans tout le pays excepté les zones actives d'Ebola que sont Fourekaria, Tubreka et Boké. Toujours dans l'actualité nationale, 12 juin 2014-12 juin 2015, il y a de cela un an, jour pour jour, que Nana Moudou Traoré Doudou, caméraman à la présidence de la République, nous a quittés. Pour commémorer l'an 1 de sa disparition, son nom a été donné à un espace de la Blue Zone de Kaloum. Cet espace a été inauguré vendredi devant les membres des associations de presse et ceux du bureau de la presse de la présidence de la République. Maurice Sidibé pour plus de précisions. C'est ici, le 12 juin 2014, que Nana Moudou Traoré, affectueusement appelé Doudou, a piqué une crise. Caméra sur l'épaule, il filmait la cérémonie officielle de remise de la Blue Zone de Kaloum aux autorités guinéennes par le groupe Bolloré. Désormais, cet espace culturel porte le nom du caméraman infatigable du président de la République afin de l'immortaliser. Il remonte sur le terrain avec une caméra à la main. Ça nous a beaucoup touchés et nous avions fait une demande à la maison d'administration de Blue Zone pour qu'un espace soit dédié à son nom. Cette initiative de donner le nom de cet espace à Doudou Traoré est bien appréciée par le directeur général du bureau de presse de la présidence et l'épouse du défunt. Je ne peux que remercier les initiateurs, l'Union de la presse libre de Guinée, qui a initié cette œuvre d'immortalisation en demandant à Blue Zone de consacrer un espace à la mémoire de notre cher regretté Doudou Traoré. Je vous remercie pour ce geste qui immortalise mon mari et mon époux, et aussi le travailleur du Blue Zone qui a pensé aujourd'hui à mon frère mari. Je vous remercie tous, sans oublier le professeur Alpha Koné qui nous a soutenus jusqu'à maintenant, qui continue à nous soutenir. Pour Sanassi Keita, journaliste du président de la République, avec qui Doudou a longtemps travaillé, le dévouement et la détermination dans la prise de vue sont des qualités de l'illustre disparu qu'il retient. Il a toujours répondu à mes aspirations en matière d'image, parce que partout où les images se trouvent, il est à la pointe. Partout où les images se trouvent, il est à côté. Partout où les images se trouvent, il bondit toujours là-dessus. Donc aujourd'hui, si on a dédié un espace culturel ici, je ne peux que me réjouir et ça rentre pour nous dans l'histoire de notre vie journalistique. Dans les jours à venir, l'Union de la presse libre de Guinée compte organiser un concours dont le prix portera le nom de Doudou Traoré comme celui du meilleur reporter caméra en Guinée. Découverte macabre ce mercredi matin au secteur marché du quartier Sonfonia Centre dans la commune de Ratoma. Un corps a été découvert dans un caniveau en bordure de route, entremêlé dans un tas d'ordures qui a été drainé par l'eau de ruissellement. Attention, les images qui vont venir peuvent heurter les sensibilités. Tiamo Falilou Diallo, reportage. C'est un corps de sexe masculin âgé approximativement entre 25 et 35 ans qui a été découvert très tôt ce mercredi au secteur marché du quartier Sonfonia Centre, tout près d'une école. La victime était accrochée à des tuyaux d'irrigation de la SEG qui traversaient un caniveau. À ses côtés, un tas d'ordures qui a été drainé par les eaux de pluie qui se sont abattues ces dernières heures. Vers 7h15, mon adjoint m'a appelé, soi-disant qu'il y a un cadavre ici à l'école Maramatunka. Je me suis réveillé immédiatement de venir voir, j'ai appelé mon chef et j'ai informé mon chef avec la gendarmerie et je me suis venu trouver mon collègue, mon grand frère, chef secteur Bangoura. C'est lui-même qui m'a donné quelques renseignements de cela, parce que lui aussi il a réveillé depuis 6h du matin. Informés, la police et une équipe de la Croix-Rouge s'y sont rendus. Les premiers constats ont alors été faits. Ensuite, le corps a été recueilli et sécurisé par les agents de la santé avant d'être acheminé à la morgue de l'hôpital Donka. Pour l'heure, aucune certitude sur les causes de la mort parce que ni la Croix-Rouge, ni la police, ni même la famille de la victime n'a voulu se prêter à nos questions. Mais tout porte à croire que la victime avait des troubles mentaux. Un incendie d'une grande ampleur s'est déclaré jeudi à Arunaya dans le quartier Bantunka 2. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts sont énormes. Seul un livre du Saint-Coran a été récupéré de l'incendie. Un court-circuit serait à l'origine de ce drame. Néno Moubaldi, reportage. Voici ce qui reste de cette villa de la famille Bari après l'incendie qui l'a ravagée. Elle est située dans la commune de Ratoma à Harunaya.
Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais des dégâts importants. Un court-circuit serait à l'origine de ce drame. Tout a commencé devant le petit Saina. Il raconte la scène. J'ai joué avec mon petit frère au salon quand j'ai vu le feu au plafond. J'ai crié au secours, aidez-nous, nous n'avons plus de maison. Le chef de secteur lui accuse le DG d'être responsable de ce drame. Il estime que les coupures intempestives d'électricité sont les causes des courts-circuits. À l'arrivée des sapeurs-pompiers, les jeunes du quartier avaient déjà éteint le feu. Et DG doit savoir comment travailler. Il y a trop de coupures. C'est ce qui est la cause des courts-circuits. Que toutes les bonnes volontés viennent au secours de cette famille. Les sinistrés, les larmes aux yeux, demandent à toutes les bonnes volontés de leur venir en aide. Nous demandons à tout le monde de nous aider. Nous avons tout perdu. Nous passons la nuit chez nos voisins. Nous n'avons pas où aller. La famille Barry vient s'ajouter à l'interminable liste de victimes du courant électrique dans le pays. Et cela au vu aussi des autorités en place. Celles-ci devraient prendre leurs responsabilités face à ce problème, quand on sait que la liste des sinistrés est très longue, pensent les citoyens. Voilà, c'est la fin de ce magazine du dimanche. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Nous revoir sur le www.groupeevasionguinée.info. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.